Est-ce qu'on peut m'envoyer mon... Voilà, ça y est. Tout d'abord, je voudrais dire qu'avant de s'appeler pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies mobiles, Priartem s'est appelé pour une réglementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. C'est dire si la question de la réglementation et donc de la définition des normes, et en particulier des normes d'exposition, était au cœur dès le départ de nos préoccupations. Donc c'est toujours au cœur de nos préoccupations parce que les choses n'ont pas avancé comme nous aurions souhaité. Alors, je ne vais pas parler du tout de technique, mais simplement, je vais essayer de montrer que les normes réglementaires nationales actuelles sont des normes non conformes à notre droit et des normes qui ne nous protègent pas. Donc, je rappelle les valeurs limites d'exposition. J'ai juste donné celle du décret, c'est-à-dire 41, 58, 61. Maintenant, avec les nouvelles fréquences, eh bien évidemment, il y en a d'autres, mais enfin, on reste à peu près dans ces fourchettes-là. Par contre, là, c'est absolument illisible puisque c'est écrit trop petit. On peut agrandir ou pas, c'est pas possible. Bon, donc je voudrais faire un petit rappel historique de ces normes et vous allez voir que j'ai les mêmes préoccupations que Catherine Gouillet, c'est-à-dire que je ne comprends pas bien ce qu'a voulu nous expliquer le responsable de l'ICNIRP tout à l'heure, parce que la présentation des normes de l'ICNIRP, rédigée en 1998, elle est très claire. Quand on regarde ce qu'il y a sur leur site, on voit que les valeurs limites d'exposition au rayonnement électromagnétique ne sont fondées que sur des effets immédiats sur la santé, tels que la stimulation des muscles ou des nerfs périphériques, les chocs et brûlures provoqués par le contact avec des objets, ou encore l'élévation de la température des tissus sous l'effet de l'absorption d'énergie liée à l'exposition au champ électromagnétique. Donc clairement, les valeurs proposées par l'ICNIRP sont censées nous protéger exclusivement des effets aigus immédiats et des effets thermiques. On a parlé tout à l'heure d'exposition chronique. Quid de l'exposition chronique et quid surtout des effets non thermiques sur lesquels repose à peu près toute la littérature scientifique actuellement. Si je puis permettre un commentaire, d'après ce que j'ai compris de l'intervention du professeur Croft, la thèse de l'ICNIRP, c'est que leur but est de protéger contre tous les effets avérés, et que pour l'instant, ces effets avérés, soit sont les effets thermiques et immédiats dont nous parlions, soit concernent des seuils qui sont plus élevés de toute façon. Et pour eux, le facteur limitant universel de tous les effets avérés sont ces effets que vous indiquez. Alors, on reviendra sur justement la définition d'effet avéré tout à l'heure. Donc, toujours dans mon rapide rappel historique de ces normes, je rappellerai que le premier texte, je dirais fondateur, c'est la recommandation européenne de juillet 1999. Alors, comment est-elle née, celle-là? Eh bien, en 1994, le Parlement européen saisit la Commission européenne d'une demande de proposition de normes de protection des populations. La Commission traîne. En 1998, la Commission adresse au Parlement une proposition totalement calquée sur les propositions de l'ICNIRP qui viennent d'être éditées, 1998. D'accord ? Donc le Parlement, lui, nomme un groupe de travail qui est présidé par un député italien, qui est par ailleurs un chercheur en biologie, qui s'appelle Tamino. Ce groupe de travail rend un rapport très critique sur la proposition transmise par la Commission, et notamment, il reproche à ce rapport de ne tenir compte que d'une partie de la littérature scientifique et de laisser de côté justement tout ce qui n'est pas effet thermique. La Commission, à ce moment-là, et demande dans le rapport d'Altamino, le groupe demande à ce que la Commission revoie sa copie. La Commission, sans tenir compte de ces demandes, publie sa recommandation totalement inchangée. Et pendant quand même plusieurs années, cette recommandation nous est présentée, à nous en tout cas en France, comme normative, au même titre
qu'une directive, sachant qu'une recommandation n'a pas de caractère normatif et n'oblige pas une traduction en droit français. Donc, les opérateurs, bien évidemment, souhaitent, nous souhaitons une réglementation protectrice. Les opérateurs, eux, souhaitent la transcription en droit français de cette fameuse recommandation. Et c'est là qu'on arrive au décret du 3 mai 2002, donc, qui a été publié, je dirais, après un parcours réglementaire que j'ai qualifié là d'erratique. Alors, il aurait même fallu que je parte d'une loi d'habilitation de janvier 2001, dans lequel on ne voyait pas très bien apparaître les problèmes d'exposition en champ électromagnétique. On voit ensuite apparaître une ordonnance en juillet 2001. Et enfin, le premier texte, c'est une circulaire interministérielle en octobre 2001 qui se base sur un décret qui n'existe pas. Ensuite, un arrêté ministériel en novembre 2001 à nouveau, là aussi, qui se réfère à ce décret qui n'existe pas. Et enfin, le fameux décret donc, qui reprend les valeurs proposées par la recommandation européenne, elle-même directement inspirée des guidelines de l'ICNIRP. Donc, le 3 mai ce décret du 3 mai, avec les normes qu'il propose, il introduit en fait, et ça je pense que Catherine Gouillet le développera plus que moi, une incohérence réglementaire, puisque effectivement il existe une directive depuis, je crois que c'est 89, une première directive sur la compatibilité électromagnétique, et cette directive a été très tôt transcrite en droit français, puisqu'elle a été transcrite en droit français en 1992, et depuis elle a été régulièrement actualisée. Depuis, alors que les conditions, donc on est au 3 mai 2002, et depuis, alors que les conditions des expositions se sont profondément modifiées, ça on l'a entendu toute la matinée, que les fréquences et les signaux auxquels nous sommes exposés ont également beaucoup évolué. Alors que les expositions chroniques sont de plus en plus précoces, eh bien, rien n'a changé dans notre réglementation, hormis, je dirais, la timide prise en compte de ce qu'on a appelé les points atypiques, dont on a parlé tout à l'heure, introduits dans la loi Abeille de 2015. Donc, on a une réglementation qui maintenant date de 16 ans, qui a été élaborée dans un contexte qui n'avait rien à voir avec le contexte d'exposition auquel nous sommes soumis aujourd'hui. Alors, cette réglementation, ces normes donc, produites par l'ICNIRP, et qui vont manifestement être confirmées d'après ce que nous avons compris ce matin, elles sont remises en question. Elles sont remises en question au niveau international par un certain nombre de groupes de scientifiques. Il y a eu d'abord le premier rapport d'un groupe qui s'appelle Bioinitiative, qui préconisait 0,6 volts par mètre. On avait les chercheurs de Bioinitiative ont actualisé leur rapport et ont proposé en 2012 0,1 volts par mètre. On a la résolution 1815 du Conseil de l'Europe de 2011 qui propose 0,6 volts par mètre et qui propose d'aller vers 0,2 volts par mètre. Et enfin, les guidelines d'Europeam qui proposent des normes encore bien plus basses, 0,2 volts par mètre de jour, 0,06 volts par mètre de nuit, avec pour les populations sensibles, 0,02 volts par mètre. Donc tout le monde se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de grandeur. Alors pourquoi de telles différences ? 41, 58, 61 dans un cas, de 0,6 à 0,06 dans un autre cas. C'est qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Alors le décret fonde explicitement ce qu'il est convenu d'appeler les restrictions de base sur les effets avérés des champs électromagnétiques. Il est dit dans la présentation du décret, les restrictions concernant l'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variables dans le temps, qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, sont qualifiées
de restriction de base. Donc nous avons vu qu'il s'agit essentiellement des effets thermiques, alors que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la littérature scientifique porte sur des effets non thermiques. Mais surtout, avec ce concept d'effet avéré, le décret est aujourd'hui contraire à un principe constitutionnel qui est le principe de précaution. Alors là, j'ai pris la définition que je trouve une très jolie définition que l'on trouve dans le rapport de l'AFSET de 2009, page 48. Il nous est dit que le principe de précaution est destiné à prendre en charge des situations où le risque, compte tenu des connaissances du moment, n'est pas avéré, mais seulement suspecté. Et il est ajouté, rien n'est donc plus éloigné de la démarche de précaution que le fait d'obtenir des certitudes scientifiques au sujet d'une menace pour adopter des mesures visant à la prémunir. En se fondant exclusivement sur des effets avérés, ce décret est donc contraire à l'application du principe constitutionnel de précaution. Il est également contraire au principe de sobriété électromagnétique inscrit dans la loi du 25 janvier 2015. Le principe de sobriété électromagnétique veut en effet que soit toujours recherché le niveau le plus bas d'exposition. Or, en fixant des normes élevées, bien évidemment, on ne va pas vers la sobriété, elle n'est jamais recherchée. Il y a maintenant, beaucoup plus récemment, les dernières recommandations de l'ANSES. L'ANSES avait, dès son avis de 2009, c'était l'AFSET à l'époque, avait recommandé de réduire les expositions. En 2013, l'agence avait à nouveau recommandé de réduire les expositions. Dans un avis de 2016 à propos du rapport sur les enfants, l'ANSES a été beaucoup plus, je dirais, explicite, puisqu'elle a recommandé de reconsidérer les valeurs limites d'exposition réglementaires et les indicateurs d'exposition. Donc là, il s'agit d'une remise en cause fondamentale de ce qui fonde le décret, et donc il y a une urgence à agir d'abord pour les personnes qui souffrent, mais aussi pour les enfants exposés, et ce, de plus en plus tôt, dès la période utérine. Alors nous demandons pour notre part, dans l'esprit des deux principes précités, précaution et sobriété, l'abrogation du décret de 2002 et l'inscription du principe à l'ARA dans notre droit. Je reviens donc sur le principe à l'ARA. Ce principe est fondé sur 3 dimensions. Je n'expose que si j'y suis contraint. Et donc, ça inverse, je dirais, par rapport, par exemple, aux antennes relais, la charge de la preuve. J'applique une valeur cible la plus basse possible et je recherche les solutions pour être toujours en deçà de celle-ci. Son application permettrait de respecter le principe de précaution, le principe de sobriété, tout en autorisant le développement de la téléphonie mobile et de ses activités connexes, mais de façon sensée et raisonnable. J'ai gardé pour la fin une photo, parce qu'il me semble que personne ne voudrait vivre dans ce chalet. Dans ce chalet vit une personne électrosensible qui n'arrive plus à y vivre, mais qui ne peut plus le vendre, parce que le bien est invendable. Je voudrais donc, c'est dommage, parce que tous les élus là sont partis, à part vous, Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention sur... Oh, pardon, excusez-moi. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que est actuellement en débat au sein de l'Assemblée nationale le projet de loi ÉLAN, et que le projet de loi ÉLAN, complémentaire de l'accord entre l'ARCEP et les opérateurs, vise à favoriser et à faciliter le déploiement des antennes relais, et que, attention, on a mis dans ce projet de loi ÉLAN aucune contrainte, ni de distance, ni de respect du problème même des points atypiques particuliers pour le déploiement massif et rapide de cette nouvelle implantation dans le cadre de la recherche de l'abrogation des zones blanches. Merci de votre attention.